Imagine un monde où tout ce que vous croyez savoir pourrait être remis en question en quelques secondes. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Premier fait. Les fourmis peuvent survivre dans un four à micro-ondes. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Vous posez une fourmi dans un four à micro-ondes, vous appuyez sur le bouton, et quelques secondes plus tard, elle ressort indemne, comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas une légende urbaine, ce n'est pas non plus une erreur de manipulation. C'est un phénomène documenté, observé par de nombreuses personnes à travers le monde, souvent par accident, parfois par curiosité malsaine. La raison est aussi simple qu'étonnante. Les fours à micro-ondes ne chauffent pas uniformément. Ils génèrent des ondes électromagnétiques qui créent des zones froides et des zones chaudes à l'intérieur de l'appareil. Les fourmis, en raison de leur taille extrêmement petite, se déplacent instinctivement vers les zones froides. Elles zigzaguent, s'orientent, évitent les points chauds sans même le savoir consciemment. C'est un mécanisme de survie ancestral gravé dans leur comportement depuis des millions d'années. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'être humain a inventé une technologie supposément capable de cuire des aliments en quelques secondes, et pourtant une créature de quelques millimètres la déjoue naturellement. Les ingénieurs qui conçoivent ces appareils le savent. Les micro-ondes ne sont pas magiques, elles sont juste des ondes, et les ondes ont des angles morts. Et cela devient encore plus intéressant. Deuxième fait, le miel ne se périme jamais. Dans les tombes des pharaons égyptiens, des archéologues ont découvert du miel vieux de plus de 3000 ans. Et ce miel était encore comestible. Pas pourri, pas fermenté, pas dangereux. Simplement du miel, intact, attendant patiemment depuis l'Antiquité. Cette découverte a stupéfié la communauté scientifique au début, avant que les chercheurs ne comprennent pourquoi. Le miel possède des propriétés chimiques extraordinaires. Sa teneur en sucre est si élevée qu'elle empêche la croissance des bactéries par osmose. Les micro-organismes se déshydratent au contact du miel et meurent. De plus, le miel contient naturellement du peroxyde d'hydrogène, un composé aux propriétés antibactériennes puissantes. Sa faible teneur en eau, souvent inférieure à 18%, crée un environnement totalement hostile à toute forme de vie microbienne. Les abeilles ont, sans le savoir, inventé le conservateur alimentaire parfait. Ce n'est pas une coïncidence évolutive, c'est la nécessité de nourrir une colonie pendant l'hiver qui a poussé la nature à perfectionner cette recette au fil de millions d'années. La seule façon de rendre le miel impropre à la consommation, c'est d'y introduire de l'eau, ce qui permet aux levures naturellement présentes de commencer à fermenter. Le miel cristallisé, que beaucoup jettent en croyant qu'il est avarié, est en réalité parfaitement bon et peut être reliquéfié en le chauffant doucement. Voici un détail important. Troisième fait, il existe plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. Pendant longtemps, nous pensions que notre galaxie contenait environ 200 milliards d'étoiles. C'est déjà un chiffre qui donne le vertige. Mais en 2015, une étude publiée dans la revue scientifique Nature a révélé qu'il y avait approximativement 3000 milliards d'arbres sur notre planète. 3000 milliards. C'est-à-dire 15 fois plus que le nombre estimé d'étoiles dans la Voie lactée. Ce chiffre a surpris même les scientifiques les plus chevronnés, car les estimations précédentes étaient environ 8 fois plus basses. La nouvelle méthodologie utilisait des données satellites combinées à des relevés de terrain dans le monde entier, y compris dans des forêts tropicales difficiles d'accès, dans la taïga sibérienne, dans les forêts boréales canadiennes. Le résultat a été stupéfiant. Nous vivons sur une planète beaucoup plus verte que nous ne le pensions. Ce qui rend ce fait encore plus troublant, c'est que malgré ces 3000 milliards d'arbres, l'humanité en abat environ 15 milliards chaque année, contre une replantation d'environ 5 milliards. Le solde est négatif. Et il l'est depuis que l'agriculture a commencé. Depuis le début de la civilisation humaine, nous avons perdu près de 46% du couvert forestier mondial. Et voici ce qui est surprenant. Quatrième fait, les pieuvres ont 3 cœurs et un sang bleu. Quand on pense à un animal avec du sang bleu, on pense à de la science-fiction, aux extraterrestres des films hollywoodiens, à quelque chose d'inventé. Et pourtant, les pieuvres, ces créatures que vous pouvez croiser dans n'importe quel aquarium, ont réellement du sang bleu. La raison n'est pas mystique, elle est chimique. Là où le sang humain contient de l'hémoglobine, une molécule à base de fer qui donne sa couleur rouge, le sang des pieuvres contient de l'hémocyanine, une molécule à base de cuivre. Et le cuivre, oxydé, donne une couleur bleue. Cette adaptation est particulièrement efficace
dans les environnements froids et pauvres en oxygène, comme les profondeurs océaniques. En ce qui concerne les trois cœurs, deux cœurs branchiaux pompent le sang vers les branchies pour l'oxygéner, tandis qu'un cœur systémique distribue ce sang oxygéné dans tout le corps. Quand une pieuvre nage activement, le cœur systémique s'arrête presque complètement, ce qui explique pourquoi ces animaux préfèrent ramper plutôt que nager. Nager les épuise littéralement. Mais ce n'est pas tout. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux, un cerveau central et un cerveau dans chacun de leurs 8 tentacules. Chaque tentacule prend des décisions de manière quasi autonome. C'est l'une des architectures neurologiques les plus étranges du règne animal. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. 5e fait, le temps passe plus vite en altitude qu'au niveau de la mer. Einstein l'avait prédit dans sa théorie de la relativité générale publiée en 1915, mais ce n'est qu'en 2010 que des physiciens de l'Institut national américain des standards et de la technologie ont mesuré la différence avec des horloges atomiques d'une précision extraordinaire. Le résultat ? Une horloge placée à 30 cm de hauteur supplémentaire avance d'environ 90 millionièmes de milliardième de seconde par rapport à une horloge au sol. C'est infime pour la vie quotidienne, mais réel. La gravité déforme le temps. Plus vous êtes proche d'une masse importante comme la Terre, plus le temps ralentit. Plus vous en êtes éloigné, plus il s'écoule vite. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale vieillissent légèrement moins vite que leurs collègues sur Terre. Non pas parce qu'ils sont en apesanteur, mais parce que la relativité restreinte, leur vitesse, compense et même surpasse légèrement l'effet de la relativité générale, leur altitude. Les systèmes GPS doivent d'ailleurs prendre en compte ces décalages temporels relativistes pour fonctionner avec précision. Si les ingénieurs négligeaient ces corrections, les erreurs de positionnement s'accumuleraient à raison d'environ 11 km par jour. Et ce n'est pas tout. 6e fait, il existe une couleur que votre cerveau invente et que la physique ne peut pas produire. Cette couleur s'appelle le magenta. Si vous cherchez le magenta sur le spectre lumineux, vous ne le trouverez pas. Le spectre visible va du violet au rouge, en passant par le bleu, le vert, le jaune et l'orange. Le magenta n'existe nulle part dans cette séquence. C'est une couleur qui n'a pas de longueur d'onde propre. Alors, comment la voyons-nous ? Quand vos yeux reçoivent simultanément de la lumière rouge et de la lumière violette sans lumière verte entre elles, votre cerveau est face à un dilemme. Il ne sait pas comment combler l'espace entre ces deux extrémités du spectre visible. Alors il invente quelque chose. Il crée une couleur de toute pièce, le magenta, pour combler ce vide perceptif. Le magenta est littéralement une hallucination neurologique collective. Tout le monde le voit, mais c'est parce que tout le monde a le même type de cerveau qui résout le problème de la même façon. Philosophiquement, cela soulève des questions vertigineuses sur la nature de la perception. Si votre cerveau peut inventer des couleurs entières, que d'autres invente-t-il sans que vous le sachiez ? Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. Approfondissons. 7e fait, la Grande Muraille de Chine n'est pas visible depuis l'espace à l'œil nu. Des décennies durant, on nous a enseigné à l'école que la Grande Muraille de Chine était la seule construction humaine visible depuis l'espace. Ce fait figurait dans des encyclopédies, des livres scolaires, des émissions télévisées. Il a été répété si souvent qu'il est devenu une vérité universellement acceptée. Et pourtant, il est faux. En 2003, le premier taïkono chinois, Yang Liwei, a cherché à voir la muraille depuis l'orbite. Il n'a rien vu. Des astronautes de la Station spatiale internationale ont confirmé la même chose. La muraille, en moyenne large de 5 à 8 mètres seulement, est tout simplement trop étroite pour être distinguée à l'œil nu depuis une altitude de 400 km. Pour vous donner une perspective, à cette distance, la limite de résolution de l'œil humain est d'environ 10 km. La muraille est 1200 fois trop étroite. Ce qui est intéressant, c'est que ce mythe aurait été créé dès le XVIIIe siècle, bien avant que l'humanité ne commence à voyager dans l'espace. C'était une façon poétique de souligner la grandeur de cet ouvrage. Mais la poésie a fini par être confondue avec la réalité, et la réalité a été enseignée comme un fait scientifique pendant des générations entières. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. 8e fait, les baleines bleues ont un cœur si grand qu'un enfant pourrait ramper à l'intérieur de la horte. La baleine bleue est le plus grand animal ayant jamais existé sur Terre.
plus grande que n'importe quel dinosaure connu. Elle peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 180 tonnes. Son cœur à lui seul pèse environ 400 kg, soit le poids d'un piano de concert. Et les principales artères de ce cœur, notamment l'aorte, ont un diamètre d'environ 30 cm. Suffisamment large pour qu'un enfant en bas âge s'y faufile. Ce cœur bat à une fréquence extraordinairement lente, entre 2 et 8 battements par minute au repos. Lorsque la baleine plonge en profondeur, sa fréquence cardiaque peut descendre à 2 battements par minute, un mécanisme appelé bradycardie de plongée qui permet de conserver l'oxygène. Et chaque battement propulse environ 200 litres de sang. Pour comparaison, le cœur humain propulse environ 70 ml par battement. Ce géant du monde animal a développé un moteur biologique dont l'échelle dépasse simplement la capacité humaine à se le représenter sans exemple concret. Et pourtant, cette même baleine se nourrit principalement de krill, de minuscules crustacés de quelques centimètres qu'elle filtre en quantité astronomique. Maintenant, faites attention. 9e fait, vous êtes plus grand le matin que le soir. Pas de beaucoup, environ 1 à 2 cm, mais la différence est réelle et mesurable. Tout au long de la journée, le poids de votre corps comprime les disques intervertébraux qui se trouvent entre chacune des vertèbres de votre colonne. Ces disques sont composés d'un noyau gélatineux entouré d'un anneau fibreux et ils jouent le rôle d'amortisseur. Sous la pression continue de la gravité et du mouvement, ils se compriment légèrement et perdent de l'eau. La nuit, allongés sans la pression du poids corporel, ces disques réabsorbent leur hydratation et regonflent. Le matin, vous êtes donc à votre taille maximale. Les astronautes qui passent des mois en apesanteur dans la Station spatiale internationale peuvent gagner jusqu'à 5 cm en hauteur, car leurs disques intervertébraux ne subissent aucune compression. Ce gain de taille crée d'ailleurs des douleurs dorsales au retour sur Terre, le temps que le corps se réadapte à la gravité terrestre. Ce phénomène quotidien vous affecte sans que vous en ayez conscience. Mais si vous avez un jour votre taille mesurée le matin pour une visite médicale, puis le soir pour un rendez-vous sportif, vous constaterez que les chiffres ne correspondent pas exactement. Puis, un autre détail apparaît. 10e fait. Le feu n'a pas de couleur propre dans l'espace. Sur Terre, les flammes sont de couleur jaune, orange ou bleue selon la température et les matériaux qui brûlent. Cette forme caractéristique en larmes que nous connaissons, pointée vers le haut, est due à la convection. L'air chaud monte, aspire l'air frais depuis le bas et crée ce mouvement qui donne sa forme à la flamme. Dans l'espace, en apesanteur, il n'y a pas de convection. La flamme devient alors une sphère parfaite, et sa couleur change radicalement. Elle devient d'un bleu très pâle, presque invisible à l'œil nu. Les expériences menées à bord de la Station spatiale internationale avec des bougies ont produit ces étranges sphères de feu bleu silencieux. L'absence de mouvement convectif rend aussi la combustion plus complète et plus efficace. Ces recherches ne sont pas purement académiques. Elles ont des implications directes pour la conception de moteurs à combustion plus efficaces et moins polluants. Comprendre comment le feu se comporte sans gravité nous aide à mieux comprendre les processus de combustion fondamentaux que nous exploitons tous les jours sans les comprendre réellement. Et voici ce qui soulève des questions. 11e fait, votre téléphone contient plus de puissance de calcul que toute la NASA lors de la mission Apollo 11. En 1969, quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, les ordinateurs de la NASA les plus avancés avaient une puissance de calcul de l'ordre de quelques milliers d'opérations par seconde. L'ordinateur de guidage Apollo, l'AGC, fonctionnait à une fréquence d'environ 2 MHz et avait 64 kilooctets de mémoire vive. Un iPhone d'entrée de gamme aujourd'hui tourne à plusieurs milliards d'opérations par seconde et dispose de plusieurs gigaoctets de mémoire, soit des millions de fois plus. Ce qui est philosophiquement troublant, c'est que l'humanité a envoyé des hommes sur la Lune avec une puissance de calcul comparable à celle d'une calculatrice de bureau moderne. Les véritables ressources de cette mission n'étaient pas dans les machines. Elles étaient dans les cerveaux humains qui avaient conçu les trajectoires, prévu les contingences, créé les protocoles. Aujourd'hui, avec des millions de fois plus de puissance de calcul dans chaque poche, nous regardons surtout des vidéos de chats. La technologie a évolué exponentiellement. La sagesse avec laquelle nous l'utilisons peut-être moins. Mais il existe une autre version. 12e fait. Certains arbres communiquent entre eux sous la terre. Pendant longtemps, la biologie a considéré les arbres comme des organismes solitaires,
en compétition les uns avec les autres pour la lumière et les nutriments. Cette vision a été radicalement remise en question à partir des années 90, notamment par les travaux de la biologiste canadienne Suzanne Simard. Elle a découvert que les arbres d'une forêt sont reliés par un réseau souterrain de champignons mycorhiziens, des filaments fongiques microscopiques qui s'associent aux racines des arbres. Ce réseau, parfois appelé le Wood Wide Web, permet aux arbres d'échanger des nutriments, du sucre et même des signaux chimiques d'alerte. Simard a démontré que les arbres mères, les plus vieux, les plus grands, nourrissent activement leurs semis à travers ce réseau, même quand ces semis sont trop petits pour faire la photosynthèse efficacement. Des arbres malades ou mourants peuvent envoyer leurs réserves nutritives vers leurs voisins avant de mourir. Des arbres attaqués par des insectes libèrent des signaux chimiques qui se propagent à travers le réseau et alertent les arbres voisins, qui en réponse augmentent leur production de substances défensives. La forêt n'est pas un ensemble d'individus en guerre, c'est un organisme collectif, une communauté qui coopère. Le point suivant n'est pas moins étonnant. 13e fait, les flamants roses naissent blancs. La couleur rose vibrante des flamants roses est l'une des plus spectaculaires du règne animal. Mais ces oiseaux ne naissent pas roses. Les poussins sont entièrement blancs à la naissance, avec des plumes grises et un bec droit. La couleur rose apparaît progressivement au cours des premières années de vie, et elle est entièrement déterminée par l'alimentation. Les flamands se nourrissent principalement d'algues, de crevettes et de crustacés qui contiennent des pigments appelés caroténoïdes, les mêmes pigments qui donnent leur couleur orange aux carottes et aux homards cuits. Ces pigments sont absorbés par l'organisme des flamands et se déposent dans leurs plumes, leur peau et leur bec, leur donnant leur teinte caractéristique. Un flamand nourri avec une alimentation pauvre en caroténoïdes perdrait progressivement sa couleur pour redevenir presque blanc. Dans les zoos qui ne maîtrisent pas bien l'alimentation, c'est exactement ce qui se passe. Ce phénomène illustre quelque chose de plus général sur la biologie. Ce que nous mangeons ne nourrit pas seulement notre corps, ça peut littéralement changer notre apparence. Les humains d'ailleurs, s'ils consomment des quantités excessives de carottes ou de jus de carotte, peuvent développer une coloration orangée de la peau, une condition inoffensive appelée caroténémie. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. 14e fait. Il y a plus de bactéries dans votre corps que de cellules humaines. Pendant des années, les manuels scolaires enseignaient que le corps humain contenait environ 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines, soit environ 10 000 milliards de bactéries. Une étude publiée en 2016 dans la revue Cell a révisé ces chiffres à la baisse mais maintenu la conclusion fondamentale. Nous avons approximativement le même nombre de bactéries que de cellules humaines, soit environ 37 000 milliards de chaque. Votre corps est donc, en termes de nombre d'entités biologiques, un être à moitié non humain. Ces bactéries ne sont pas des parasites ou des envahisseurs. Elles sont des partenaires essentiels. Elles participent à la digestion, produisent des vitamines que notre organisme ne peut pas synthétiser seul, régulent notre système immunitaire, influencent notre humeur via l'axe intestin-cerveau et produisent des substances qui affectent directement nos neurotransmetteurs. Des chercheurs ont même établi des corrélations entre la composition du microbiome intestinal et les risques de dépression, d'anxiété et de maladies neurologiques. Nous sommes, en quelque sorte, une collaboration, une symbiose ambulante entre des millions d'années d'évolution humaine et microbienne. L'idée que nous sommes des individus distincts et séparés de notre environnement biologique est, dans un sens profond, une illusion. Passons à la suite. 15e fait. Les requins sont plus vieux que les arbres. Les requins existent sur Terre depuis environ 450 millions d'années. Les premiers arbres, tels que nous les définissons botaniquement, sont apparus il y a environ 350 millions d'années. Cela signifie que les requins ont nagé dans les océans 100 millions d'années avant que le premier arbre ne pousse sur les continents. Pour contextualiser, 100 millions d'années, c'est à peu près la durée qui sépare les dinosaures de nous. Les requins ont survécu à 5 extinctions de masse, dont l'extinction du Permien-Trias, qui a anéanti environ 96% de toutes les espèces marines. Ils ont survécu à l'impact de l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Leur plan corporel n'a quasiment pas changé depuis des centaines de millions d'années, ce qui signifie qu'il est presque parfait pour leur environnement. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'excellence évolutive. Un requin blanc est en termes d'adaptation à son milieu plus abouti que n'importe quelle technologie humaine. Et pourtant, l'humanité est en train de les pousser vers l'extinction en quelques décennies à peine, principalement pour leurs ailerons. Une espèce qui a traversé des centaines de millions d'années de catastrophes planétaires
fragilisés en moins d'un siècle d'activité humaine. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 16e fait. Vous ne pouvez pas plisser les yeux si vous éternuez les yeux ouverts. Il est physiquement impossible d'éternuer avec les yeux ouverts. Ce n'est pas une question de discipline ou de volonté. Le processus est entièrement réflexif. Quand un éternuement se prépare dans les voies nasales, le tronc cérébral déclenche une cascade d'impulsions nerveuses qui se propagent dans tout le corps en coordonnant des dizaines de muscles simultanément. L'une de ces impulsions ferme automatiquement les paupières. Ce réflexe est probablement une protection évolutive. Il empêche les particules expulsées par l'éternuement d'entrer dans les yeux. Pendant longtemps, une légende urbaine affirmait que se forcer à garder les yeux ouverts pendant un éternuement pouvait faire sortir les globes oculaires. C'est totalement faux. Les muscles oculomoteurs qui maintiennent les yeux en place sont extrêmement robustes. Mais la légende, aussi absurde soit-elle, a contribué à populariser ce fait réel. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en empêcher. Certains chercheurs ont même essayé de maintenir les paupières ouvertes de force pendant un éternuement. Le réflexe de fermeture est si puissant que cela reste extrêmement difficile. Et certains sujets ont rapporté que l'éternuement lui-même était altéré ou supprimé quand le signal de fermeture des yeux était bloqué. Le détail suivant pourrait vous surprendre. 17e fait. La tour Eiffel est 6 cm plus grande en été qu'en hiver. Vous connaissez la tour Eiffel. Vous savez qu'elle mesure environ 330 mètres de haut. Mais ce que l'on ne vous dit généralement pas, c'est que cette hauteur varie selon la saison. En été, sous les chaleurs parisiennes, les 7300 tonnes d'acier de la tour se dilatent sous l'effet de la chaleur. En hiver, le froid les contracte. La différence totale entre la hauteur estivale et la hauteur hivernale peut atteindre 6 cm. Ce phénomène, appelé dilatation thermique, s'applique à tous les matériaux solides. Mais il devient particulièrement visible sur de grands ouvrages d'art métalliques. Les ponts, les rails de chemin de fer, les grands bâtiments, tous doivent intégrer des joints de dilatation dans leur conception pour permettre ces variations sans se fissurer. Gustave Eiffel, ingénieur de génie, avait parfaitement intégré ces contraintes dans sa conception. La tour Eiffel se dilate et se contracte librement, sans stress mécanique excessif, depuis sa construction en 1889. Ce que l'on considère comme un symbole d'éternité est en réalité une structure vivante qui respire avec les saisons, imperceptiblement, millimètre par millimètre. Mais il y a une nuance. 18e fait, le son le plus grave jamais entendu vient d'un trou noir. En 2003, la NASA a annoncé que des astronomes avaient détecté des ondes sonores émises par un trou noir supermassif situé au centre du cluster de galaxies de Persée, à 250 millions d'années-lumière de la Terre. Mais ce n'est pas n'importe quel son. C'est le son le plus grave jamais détecté dans l'univers connu. Sa fréquence est 57 octaves en dessous du Do central, ce qui le place à environ 10 millions d'années en dessous de la limite d'audibilité humaine. Pour vous donner une idée, la fréquence la plus basse que l'oreille humaine peut percevoir est d'environ 20 Hz. Le son du trou noir de Persée a une période d'environ 10 millions d'années. Cela signifie qu'une seule pulsation de ce son dure 10 millions d'années. Ce son est transmis par les ondulations du gaz chaud qui entoure le trou noir, des ondes de pression qui voyagent à travers ce milieu comme le son voyage dans l'air terrestre. C'est techniquement du son, pas dans le vide spatial, mais dans le plasma dense du cluster de galaxies. Cette découverte a changé notre compréhension des trous noirs et de leur influence sur leur environnement cosmique à des échelles que l'esprit humain peut à peine concevoir. Et voici un autre exemple. 19e fait. Les bébés naissent sans rotules, ou plus précisément, ils naissent avec des rotules, mais elles sont entièrement constituées de cartilage et donc invisibles aux rayons X. Ce cartilage commence à se calcifier et à se solidifier en os véritable entre 2 et 6 ans environ. C'est pourquoi les jeunes enfants peuvent tomber et se relever avec une facilité déconcertante. Leurs articulations sont beaucoup plus flexibles et absorbent les chocs différemment. Plus généralement, les bébés ont environ 270 à 300 éléments osseux à la naissance, certains comptés comme plusieurs sutures séparées, qui fusionnent progressivement pour atteindre les 206 os de l'adulte. Cette plasticité osseuse infantile est une adaptation extraordinaire. Elle permet au crâne du bébé de se comprimer légèrement pendant l'accouchement, réduisant le risque de traumatisme à la naissance. La fontanelle, cette zone molle sur le sommet du crâne des bébés, est précisément l'espace entre les plaques crâniennes non encore fusionnées. Elle se ferme habituellement entre 12 et 18 mois.
Le corps humain n'est pas une structure fixe qui n'est complète. C'est un chantier en construction permanente, surtout dans les premières années de vie. Il est temps de continuer. 20e fait, il pleut du diamant sur Neptune et Uranus. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est ce que suggèrent les modèles physiques et les expériences de laboratoire. Sur Neptune et Uranus, la pression dans les couches profondes de l'atmosphère est tellement colossale, environ 2 millions de fois la pression atmosphérique terrestre, que le carbone présent dans ces atmosphères riches en méthane est comprimé jusqu'à cristalliser en diamant. Ces cristaux de diamant tomberaient alors vers le cœur de ces planètes sous forme de pluie. Des expériences réalisées en 2017 avec des lasers de haute puissance ont reproduit des conditions similaires en laboratoire et ont confirmé la formation de nanodiamants dans ces conditions. Les théories actuelles suggèrent qu'il pourrait y avoir des océans de diamants liquides entourant un cœur de diamant solide au centre de ces géantes de glace. Cela signifie que les diamants, symboles de luxe et de rareté sur Terre, tombent peut-être en pluie quelque part dans notre système solaire. L'univers est indifférent aux valeurs que nous lui assignons. Ce qui vaut des fortunes ici peut être de la précipitation ordinaire à quelques milliards de kilomètres. Ici se cache un point important. 21e fait, votre ADN contient environ 6 pieds de longueur dans chaque cellule. Chaque cellule de votre corps contient environ 2 mètres d'ADN, compressé dans un noyau cellulaire d'environ 6 micromètres de diamètre, soit 100 000 fois plus petit qu'un grain de sable. Cette compression extraordinaire est réalisée grâce à des protéines appelées histones, autour desquelles l'ADN s'enroule comme du fil autour de bobines. Puis ces bobines s'empaquettent à leur tour, formant les chromosomes. Si l'on déroulait et alignait bout à bout tout l'ADN de toutes les cellules de votre corps, vous en avez environ 37 000 milliards, la longueur totale atteindrait environ 71 milliards de kilomètres. C'est suffisant pour aller de la Terre au Soleil 240 fois et revenir. Et tout cela est contenu dans un organisme de quelques dizaines de kilos. La miniaturisation que l'humanité cherche à atteindre depuis des décennies dans ces technologies, la nature la réalise à une échelle et une densité qui dépassent tout ce que nous avons jamais fabriqué. Chaque cellule de votre corps est une bibliothèque d'une complexité supérieure à celle de n'importe quelle réalisation technologique humaine. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. 22e fait. Oxford est plus ancienne que les Aztèques. L'université d'Oxford a commencé à fonctionner comme institution d'enseignement aux alentours de 1100, et son développement formel a eu lieu après 1167. L'Empire aztèque, lui, a été fondé en 1325 avec la construction de Tenochtitlan. Oxford enseigne donc depuis environ 225 ans avant que les Aztèques ne fondent leur capitale. Cette comparaison temporelle bouleverse intuitivement nos catégories mentales. Nous associons l'Europe médiévale à quelque chose d'ancien et de primitif, et nous associons les Aztèques à une civilisation précolombienne ancienne et mystérieuse. En réalité, quand les conquistadors espagnols sont arrivés au Mexique au XVIe siècle, Oxford avait déjà environ 4 siècles d'existence. Des professeurs avaient déjà rédigé des traités philosophiques à Oxford avant que Tenochtitlan ne soit même une idée. Ces comparaisons temporelles nous révèlent à quel point notre sens de l'histoire est biaisé par la géographie. Nous construisons des récits parallèles pour des civilisations différentes et oublions qu'elles existaient simultanément, chacune ignorant souvent l'existence de l'autre. Il y a une suite. 23e fait. Les chats ont conquis Internet parce qu'ils détestent les caméras. Cela peut sembler paradoxal. Les chats sont les stars incontestées d'Internet. Des milliards de photos et de vidéos de chats circulent en ligne. Mais la raison pour laquelle ils génèrent autant de contenu est en partie liée à leur comportement imprévisible face aux appareils photo. Contrairement aux chiens qui cherchent l'approbation humaine et regardent souvent la caméra avec enthousiasme, les chats ignorent généralement les appareils, ont des réactions incongrues, font des choses étranges au moment le moins attendu. Cette imprévisibilité crée naturellement des moments comiques ou touchants. Les chats ne performent pas, ils existent, et leur existence naturelle est souvent hilarante ou mystérieuse. Plusieurs chercheurs en comportement animal ont noté que les chats domestiques, contrairement aux chiens, n'ont pas été sélectionnés sur des dizaines de milliers d'années pour lire et répondre aux signaux sociaux humains. Ils ont été domestiqués beaucoup plus récemment et de façon plus opportuniste, pour chasser les nuisibles dans les greniers à grains. Résultat, ils conservent une forme d'autonomie comportementale qui les rend fascinants, imprévisibles et cinématographiquement parfaits. Et maintenant, un fait rarement évoqué, 24e fait, la Cléopâtre de l'histoire vivait plus près dans le temps de nous
que de la construction des pyramides. Cléopâtre VII est morte en 30 avant notre ère. Les grandes pyramides de Gizeh ont été construites approximativement entre 2560 et 2450 avant notre ère. Cela signifie qu'entre Cléopâtre et les pyramides s'écoule environ 2500 ans. Et entre Cléopâtre et nous, il s'écoule environ 2050 ans. En d'autres termes, Cléopâtre est chronologiquement plus proche de vous que des bâtisseurs des pyramides. Quand elle visitait les pyramides, ce qu'elle faisait certainement car elles étaient déjà des monuments touristiques à son époque, elles avaient le même âge par rapport à elle que la Rome antique par rapport à nous. Elle les contemplait comme des antiquités mystérieuses et vénérables dont les constructeurs appartenaient à une ère lointaine et presque mythologique. Cette perspective temporelle recontextualise entièrement notre rapport à l'Antiquité. Nous pensons à Cléopâtre et aux pyramides comme appartenant au même monde ancien et lointain. Mais Cléopâtre, elle, regardait les pyramides comme nous regardons les ruines romaines, avec admiration et une certaine incompréhension des temps révolus. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 25e fait, il existe un lac en Afrique qui transforme les animaux en pierre. Le lac Natron, en Tanzanie, est l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Son eau a un pH d'environ 10,5, comparable à celui de l'ammoniac. Sa température peut atteindre 60 degrés Celsius. Elle est saturée en carbonate de sodium et en sel, et elle est si caustique qu'elle brûle la peau et les yeux des animaux qui s'y aventurent. Ce qui rend ce lac particulièrement spectaculaire, c'est le phénomène découvert et photographié par le photographe Nick Brandt en 2012. Des carcasses d'animaux, oiseaux, chauves-souris, retrouvées dans et autour du lac, pétrifiées dans des poses surréalistes. La calcification est due à la haute teneur en natron, carbonate de soude, qui absorbe l'eau des tissus et les remplace par des dépôts minéraux. Les animaux semblent simplement s'être endormis et avoir été transformés en statues de pierre. Et pourtant, paradoxalement, ce lac est l'un des principaux sites de nidification du flamand rose en Afrique de l'Est. Les flamands ont développé une peau épaisse et kératinisée qui leur permet de marcher dans ces eaux mortelles. Des millions de flamands se reproduisent chaque année autour de ce lac, que pratiquement aucune autre espèce ne peut approcher. La mort et la vie coexistent dans le même espace, avec une indifférence absolue l'une pour l'autre. Et puis, un retournement inattendu. 26e fait. Le papier ne peut être plié plus de 7 fois. Cette affirmation est l'une des plus célèbres assertions populaires sur la physique du quotidien, et elle est partiellement vraie. Avec une feuille de papier standard, il est effectivement pratiquement impossible de dépasser 7 plis à la main, car l'épaisseur double à chaque pli et la résistance augmente exponentiellement. Mais en 2002, une lycéenne américaine nommée Brittany Gallivan a prouvé mathématiquement, puis expérimentalement qu'il était possible de plier un papier plus de 7 fois, à condition d'utiliser un papier suffisamment long. Elle a utilisé un rouleau de papier hygiénique de environ 1200 mètres et l'a plié 12 fois. Ces équations mathématiques, publiées ensuite, sont devenues une référence académique. Ce fait illustre quelque chose d'important sur les limites que nous croyons imposer. Souvent, ces limites ne sont pas des lois physiques absolues. Elles sont des contraintes pratiques liées aux conditions dans lesquelles nous fonctionnons habituellement. En changeant les conditions, ici la longueur du papier, la loi disparaît. Beaucoup de ce que nous considérons comme impossible n'est qu'impraticable dans le contexte habituel. Ce moment change tout. 27e fait, le sens de l'odorat humain peut distinguer environ 1000 milliards d'odeurs. Pendant des décennies, les scientifiques estimaient que le nez humain pouvait distinguer environ 10 000 odeurs différentes. Ce chiffre de 10 000 était répété comme une vérité établie. En 2014, une étude publiée dans la revue Science a complètement renversé cette estimation. En utilisant une méthodologie rigoureuse basée sur des combinaisons de molécules odorantes, les chercheurs ont conclu que l'odorat humain peut distinguer au moins 1000 milliards d'odeurs différentes, et que ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé encore. Cela fait de notre sens olfactif l'un des plus sensibles et des plus sophistiqués de nos sens, bien supérieur à ce que nous lui accordons généralement. Nous vivons dans une culture très visuelle et auditive, qui sous-estime constamment l'olfaction. Et pourtant, l'odorat est le seul sens qui se connecte directement au système limbique, la partie du cerveau liée aux émotions et à la mémoire, sans passer par un relais intermédiaire. C'est pourquoi une odeur peut instantanément ramener un souvenir avec une intensité émotionnelle que l'image ou le son n'arrive pas toujours à égaler. L'odeur de la veste de votre grand-mère, le parfum d'une pluie d'été dans votre jardin d'enfance.
Ces déclencheurs olfactifs accèdent à des souvenirs enfouis avec une précision que d'autres stimuli ne peuvent pas atteindre. Examinons le point suivant. 28e fait. Il existe une espèce de méduse biologiquement immortelle. La Turritopsis dohrnii est une minuscule méduse d'environ 4 à 5 mm de diamètre, originaire de la Méditerranée, mais aujourd'hui répandue dans tous les océans du monde. Ce qui la distingue de toutes les autres créatures connues de la science, c'est sa capacité à inverser son cycle de vie. Quand elle est soumise à un stress, maladie, blessure, conditions environnementales défavorables, vieillesse, elle peut redevenir un polype, sa forme juvénile, et recommencer son cycle de vie depuis le début. Elle ne rajeunit pas exactement, elle recommence. Ce processus, appelé transdifférenciation, implique que des cellules adultes spécialisées se dédifférencient pour redevenir des cellules souches, qui peuvent ensuite se redifférencier en d'autres types cellulaires. En théorie, cette méduse peut répéter ce cycle indéfiniment. En pratique, elle est mangée par des prédateurs, tuée par des maladies ou par des chocs physiques. Mais sur le plan du vieillissement biologique pur, elle ne semble pas avoir de limite. Les chercheurs qui étudient ce mécanisme espèrent comprendre comment la transdifférenciation fonctionne, avec des implications potentielles pour la médecine régénératrice et la compréhension du vieillissement. Quelque part dans les océans, des créatures de quelques millimètres contiennent peut-être une réponse aux problèmes qui obsèdent l'humanité depuis qu'elle a conscience de sa mortalité. Avançons. 29e fait. Les empreintes digitales des koalas sont quasi indiscernables de celles des humains. Les empreintes digitales humaines sont si uniques et caractéristiques qu'elles sont utilisées comme identifiant légal depuis plus d'un siècle. Et pourtant, les koalas ont développé de façon totalement indépendante et par convergence évolutive des empreintes digitales qui ressemblent si fortement aux nôtres que des experts médico-légaux ont eu du mal à les distinguer au microscope. Les deux espèces n'ont aucun ancêtre commun récent. Notre lignage commun remonte à des centaines de millions d'années. La forme des crêtes papillaires, leur disposition en boucle, arche et tourbillon, tout cela a évolué 2 fois, séparément, pour des raisons probablement similaires. Améliorer la prise et la sensibilité tactile lors de la manipulation d'objets. Pour les koalas, il s'agit de saisir les branches d'eucalyptus avec précision. Pour les humains, c'est la manipulation d'outils qui a favorisé le développement de ces structures. Des cas en Australie ont été rapportés où des scènes de crime présentaient des empreintes de koalas qui ont momentanément semé la confusion dans des investigations policières. C'est l'un des exemples les plus frappants de convergence évolutive, la tendance de la nature à trouver les mêmes solutions à des problèmes similaires, indépendamment de la lignée. Maintenant, ce qui est souvent caché. 30e fait. Vous perdez une partie de votre mémoire chaque fois que vous vous en souvenez. La mémoire humaine n'est pas un enregistrement statique et fidèle du passé. C'est un processus dynamique de reconstruction. Chaque fois que vous vous remémorez un souvenir, votre cerveau le réactive littéralement. Il le réécrit. Et à chaque réécriture, des erreurs peuvent s'introduire. Des détails peuvent changer, des émotions peuvent colorer différemment les événements, des éléments du contexte présent peuvent s'infiltrer dans le souvenir du passé. Des études en neurosciences ont montré qu'un souvenir est d'autant plus déformé qu'il est récupéré fréquemment. Paradoxalement, les souvenirs les plus intenses et les plus fréquemment revisités sont souvent ceux qui ont le plus évolué par rapport à l'événement original. La psychologue Elizabeth Loftus a passé plusieurs décennies à documenter ce phénomène et a montré qu'il est possible d'implanter de faux souvenirs détaillés chez des individus sains, simplement en leur posant les bonnes questions de la bonne façon. Ces travaux ont eu des implications majeures pour le droit pénal, où des témoignages oculaires, longtemps considérés comme la preuve la plus solide, ont dû être réévalués. Ce que vous pensez vous souvenir de votre enfance est une mosaïque reconstruite, non une photographie, et elle change imperceptiblement chaque fois que vous la regardez. Et voici ce qui soulève des questions. 31e fait. Dans les années 20, la radioactivité était considérée comme un remède miracle. Entre les années 10 et les années 40 du XXe siècle, la radioactivité était à la mode. Après la découverte du radium par Marie Curie en 1898, cette nouvelle énergie mystérieuse semblait prometteuse pour la médecine. Des produits contenant du radium ou d'autres matériaux radioactifs furent commercialisés comme remèdes miraculeux. Il existait de l'eau radioactive en bouteille, vendue comme tonique énergisant. Des crèmes pour le visage radioactives, censées revitaliser la peau. Des dentifrices au thorium, des engrais radioactifs, des chocolats énergisants. La marque Radium était apposée sur des produits allant des médicaments aux cosmétiques.
L'histoire la plus tragique est celle de Eben Byers, un homme riche et sportif américain qui consommait plusieurs bouteilles par jour d'Raditor, une eau chargée au radium, depuis 1902 jusqu'en 1931. Il mourut de décombres osseux sévères, ses mâchoires et ses os s'effritant littéralement. Le Wall Street Journal titrait à sa mort « Le radium water worked fine until his jaw fell off ». L'eau au radium marchait très bien jusqu'à ce que sa mâchoire se détache. Cet épisode illustre comment l'enthousiasme pour les nouvelles technologies, sans compréhension des risques à long terme, peut mener à des catastrophes. Et puis, un retournement inattendu. 32e fait. Les doigts n'ont pas de muscles. Quand vous bougez vos doigts, quand vous tapotez sur un écran, quand vous serrez une main, quand vous jouez d'un instrument de musique, vous avez la sensation intuitive que les muscles sont dans vos doigts. Ce n'est pas le cas. Les doigts ne contiennent aucun muscle. Ils sont actionnés par des tendons reliés à des muscles situés dans la paume de la main et dans l'avant-bras. Quand vous fléchissez un doigt, vous contractez un muscle de votre avant-bras, dont le tendon tire sur les phalanges comme les fils d'une marionnette tirent sur ses membres. C'est pourquoi les gestes précis des pianistes, des chirurgiens et des artisans requièrent un entraînement musculaire des avant-bras autant que des mains. C'est aussi pour cette raison que la crème hydratante appliquée sur les mains ne nourrit pas les muscles qui font bouger les doigts. Ces muscles sont beaucoup plus hauts. Cette architecture a des avantages considérables. Elle maintient la masse et le poids des doigts extrêmement bas, ce qui les rend plus agiles et plus rapides. Des doigts avec des muscles intégrés seraient plus lourds et moins précis. La nature a une fois de plus opté pour une solution architecturale qui s'avère être exactement celle que les ingénieurs auraient choisie. Examinons le dernier. 33e fait. Il est statistiquement plus probable que vous soyez né aujourd'hui plutôt que n'importe quand dans le passé. Le philosophe et futurologue Nick Bostrom, ainsi que d'autres penseurs, ont formulé un argument vertigineux. Si vous considérez tous les humains ayant jamais vécu, environ 108 milliards selon les estimations démographiques actuelles, et si vous considérez les humains vivant aujourd'hui, environ 8 milliards, cela signifie qu'environ 7,4% de tous les êtres humains ayant jamais existé sont en vie en ce moment. En d'autres termes, naître dans les années 2000 est statistiquement l'une des périodes les plus probables pour naître dans toute l'histoire humaine. Ce chiffre est encore plus frappant si l'on projette dans le futur. Si l'humanité survit plusieurs milliers d'années supplémentaires et atteint une population de plusieurs dizaines de milliards, alors être né aujourd'hui deviendra statistiquement de plus en plus improbable. Vous vivez non seulement à une époque extraordinaire en termes de connaissances, de technologie et d'espérance de vie. Vous vivez également à un moment démographiquement unique, où une fraction sans précédent de tous les humains jamais nés est simultanément en vie. Chaque être humain que vous croisez dans la rue représente cette extraordinaire improbabilité statistique. Être né maintenant, dans cette fenêtre temporelle précise, sur cette planète précise. Et voilà, 33 faits qui semblent absurdes, mais qui sont pourtant vrais. Certains de ces faits sont établis avec une précision scientifique solide. La dilatation thermique de la tour Eiffel, la composition chimique du miel, le comportement des fourmis dans les micro-ondes. D'autres restent des zones grises fascinantes. Les théories sur les communications entre arbres via les réseaux mycorhiziens, par exemple, font l'objet de débats actifs dans la communauté scientifique. Certains chercheurs estiment que les travaux de Simard ont été interprétés de façon trop anthropomorphique, que parler de communication implique une intentionnalité que les données ne justifient pas forcément. De même, la question de l'immortalité biologique de la Turritopsis dorni reste théorique. En conditions réelles, ces créatures meurent constamment de causes externes. Sur la mémoire humaine, les travaux de Loftus sont largement acceptés, mais l'étendue exacte de la malléabilité des souvenirs varie considérablement selon les individus et les conditions. Et les projections astronomiques sur les pluies de diamants sur Neptune et Uranus, bien que supportées par des expériences en laboratoire, n'ont pas encore été vérifiées directement. Aucune sonde n'a pénétré suffisamment profondément dans ces planètes pour confirmer le phénomène. Ce qui rend ces faits précieux, ce n'est pas leur certitude absolue, c'est qu'ils nous rappellent que le monde est bien plus étrange, bien plus grand et bien plus complexe que nos intuitions quotidiennes nous le laissent croire. Merci d'être resté jusqu'ici. À très bientôt sur 33 Facts.